Hypersensitivité, hyperperception, hypersensibilité. Je ne suis pas sûre que tous ces mots existent. Attention, la vidéo va être un peu longue. Anne-Charlotte, autiste Asperger. Donc vous l'avez compris, on va parler du ressenti de cette hypersensibilité. Et là, je pense que ça ne va pas toucher que les autistes, mais aussi les hypersensibles, puisque vous savez que dans le vaste spectre de la neurodiversité, on trouve aussi les hypersensibles, comme les TDAH, comme les personnes dyslexiques, dyscalculies, dyspraxiques, etc. Et cette hypersensibilité, je pense, vous me direz dans les commentaires, mais je pense qu'elle peut être commune à beaucoup de monde. Donc au-delà de l'étiquette autiste, même si je vais parler de mon cas, donc je vais parler de l'autisme, je pense que cette hypersensibilité, elle est quand même présente chez beaucoup de personnes. Donc, cette sensibilité, il faut savoir qu'elle peut être soit hyper développée, soit hypo-développée. Et que les deux cas, finalement, peuvent cohabiter chez un même individu en fonction, tout simplement, de la situation, du moment, du sens qui va être concerné. Je vais rester sur les 5 sens de base. Hein. On va éviter de... Je ne vais pas m'attarder sur le fameux 6e sens qui fait un peu fantasmer tout le monde. Hein. On va rester sur du classique. Hein. Dans mon cas, je suis majoritairement hypersensible. C'est-à-dire que mon cerveau ne va pas filtrer les stimuli qui arrivent de l'extérieur. Je n'ai pas cette espèce de cécité sensitive qui va me permettre d'assourdir un petit peu ce qui m'arrive, ce qui va permettre par exemple de filtrer ce qui n'est pas pertinent finalement à traiter par le cerveau. Donc des exemples. Le bruit. Le brouhaha d'une foule par exemple, ça va gêner tout le monde bien sûr, mais il va finir par s'estomper pour la majorité des gens, pour que l'individu puisse continuer de se concentrer sur autre chose. Ça va passer en mode bruit de fond, tout simplement. Ce brouhaha, moi je vais l'avoir tout le temps présent. Ça va être la même chose pour le ronron d'un frigo, ou même celui d'une machine à laver qui va tourner dans une autre pièce. Tous les bruits du quotidien que le cerveau est censé ranger dans la catégorie « ça c'est pas pertinent, ça on s'en occupe pas, on le range derrière ». Non, moi je les ai tout le temps au premier plan, qui sont tout le temps, toujours présents. Bruit de la circulation, les bruits du voisinage, le moteur de l'ascenseur, un grésillement d'ampoule, tout simplement aussi, c'est tout le temps là. Je vous invite à faire l'expérience chez vous, c'est-à-dire de vous poser et d'écouter ce que vous entendez vraiment, ce que vous êtes capable d'entendre, ce à quoi vous faites attention et les bruits que vous laissez couler, quoi, tout simplement. Peut-être que ça va être une télé, une radio au fond. Voilà, essayez de voir, tentez le truc. En fait, chez moi, le bruit, ce n'est pas un son. Cette phrase ne veut rien dire, mais c'est pour expliquer un peu le truc. C'est pas un son, c'est... le bruit, ça peut être en fait une douleur. Comme ce qu'on peut ressentir en cas de coupure ou de choc. Vous voyez, parfois, vous avez des bruits qui émergent de n'importe où, on ne sait pas ce que c'est, ça va être un bruit de moto, un bruit de perceuse. C'est désagréable, hein, ça je ne le nie pas, je pense que tout le monde est d'accord avec moi pour dire que c'est pas agréable du tout comme bruit, attention. Mais est-ce que ça devient une douleur pour tout le monde? C'est-à-dire que pour vous donner un exemple, quand un bruit émerge dans la rue, même quand je suis chez moi, une sirène d'ambulance, une moto avec un moteur quand même assez puissant, ça me fait l'effet d'une roulette de dentiste. Vous savez, la roulette de dentiste, des fois quand elle ripe un peu et on sent qu'elle touche quelque chose qu'elle n'aurait pas dû toucher. Je pense que tout le monde a déjà vécu ça, même si j'aime beaucoup ma dentiste, tout peut arriver. C'est ça que ça me fait, ça fait mal. Ça fait mal, ça rentre dans le système nerveux, c'est une douleur, c'est vraiment une douleur. Donc ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Alors, il n'y a pas que le bruit, aussi, comme stimuli, bien sûr. Je vous rappelle qu'il y a 5 sens. On n'a pas fait le tour. Il y a aussi le toucher. Le toucher. Comment expliquer aux gens
aux proches, voire à la famille, c'est dur, que par exemple faire la bise, c'est désagréable. C'est un réflexe chez beaucoup de monde. On commence à se connaître, au départ on se serre la main, puis après on se fait un bisou. Ok, euh, j'ai pas forcément plus envie de serrer la main que de faire la bise, comme je n'aime pas particulièrement qu'on me tripote les avant-bras quand on me parle. Vous savez, il y a des gens, ils ne peuvent pas s'empêcher de vous toucher l'épaule, le bras, voilà. Vous savez aussi, il y a ces gens qui ne peuvent pas s'empêcher de vous tapoter pour attirer votre attention à chaque début de phrase dès qu'ils veulent vous dire quelque chose. Je ne sais pas s'il y a des tapoteurs dans votre entourage, mais il y a des tapoteurs chez vous? Bon, vous me direz. Bon, en tout cas, toutes ces petites choses-là, comment expliquer aux gens donc, que vous côtoyez tous les jours, voir la famille, que non, il ne faut pas vous toucher? Moi, je ressens ça comme une intrusion. Aïe, non, ne me touchez pas. J'ai rien vécu de traumatisant dans mon enfance, pas de psychologie dans les commentaires ou de psychanalyse quelconque. C'est parfois très compliqué et finalement, la personne qui l'accepte le mieux dans mon entourage, euh, alors que je pense que c'est la personne pour qui c'est le plus dur, c'est ma mère, tout simplement, qui a été la première à accepter que je ne l'embrasse plus. Parce que oui, pendant très très longtemps, bien évidemment, je rappelle que moi je n'ai été diagnostiquée que l'an dernier, donc à peine 40 ans, et oui, je me forçais, je détestais ça, mais je me forçais. Pour avoir l'air normal, pour être dans la case des gens normaux. Et je fais un bisou à ma maman. Le toucher, ça concerne aussi les vêtements. Les chaussettes, les gants, en passant par les soutiens-gorge, les bijoux, voilà, il n'y a rien, hein. La montre, chaque chose me rappelle, chaque objet que je peux porter, objet vêtement, objet bijoux, me rappelle sa présence en permanence. Un bracelet, je vais le sentir tout le temps. Je ne vais jamais oublier que je porte un bracelet. Il y aura toujours une sensation de toucher à mon poignet, toujours, toute la journée, tant que je vais l'avoir. Alors, bien évidemment, je peux en porter des fois quand je sors, quand il faut faire un peu la fille, tout ça. Bon, ok. Mais dans l'ensemble, j'aime pas trop. En termes de maquillage, c'est pareil. Oui, j'avoue, je me maquille un peu pour les vidéos pour essayer d'être présentable et pas avoir l'air de sortir du lit, hein, mais c'est pas quelque chose que j'aime. Je ne peux pas porter de fond de teint, je sens l'épaisseur. Idem pour le vernis à ongles. Donc, il y a vraiment une sensibilité euh, exacerbée au niveau du toucher. Euh, on enchaîne? On enchaîne avec le goût. Là aussi, c'est un vaste sujet parce que ça joue beaucoup sur ma façon de m'alimenter. Et pendant la petite enfance, big up à maman, ça a été un vrai cauchemar parce que ça me rendait très très difficile à nourrir. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, je crois, hein, il me semble, j'attends d'éventuelles confirmations, toujours pareil. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les personnes autistes. Une espèce de... Il y a un souci souvent avec l'alimentation. Donc j'étais très difficile à nourrir et encore maintenant je fais des choses qui peuvent sortir un peu de l'ordinaire. Je bois du vinaigre, je croque dans des citrons, j'adore les tartines là, qui ont une espèce de texture de carton, c'est un truc que je surkiffe. Par contre, ma mère n'a jamais réussi à me faire manger de jambon blanc. Déjà parce qu'il n'est pas blanc, il est rose, donc ça j'ai pas compris. Non, c'est pas du jambon blanc puisqu'il est rose. Mais j'ai toujours trouvé que ce truc était bizarre, quoi. Ça ressemble à rien, quoi. C'est une feuille de plastique. Enfin, pourquoi vous mangez ça? Bah, je me souviens avoir eu la nausée la première fois que j'ai mangé des champignons, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, quand je n'étais pas, je le répète hein, parce que c'est important, je n'étais pas diagnostiquée. Donc j'étais considérée comme une enfant difficile, avec du caractère, une chieuse, hein. Enfin, appelons les choses par leur nom, c'était ça qui était dans la tête des gens autour de moi. Alors que c'était c'était vrai, pardon, mais ces putains de ressentis étaient vraiment là, quoi. Euh, dans la nourriture, certaines choses m'écœurent très très vite et parfois j'ai l'impression que c'est périmé alors que tout le monde trouve le goût normal. Oui, il y a une hypersensibilité. Alors, je sais pas si c'est une histoire de câblage dans le cerveau au moment où si ce sont les messages qui arrivent dans la tête qui sont différents ou si c'est les papilles, je ne sais pas.
Je ne sais pas et je pense que je ne saurai jamais. Nous avons donc fait l'ouïe, nous avons fait le toucher, nous avons fait le goût. On va tomber sur l'odorat, puisqu'on suit un chemin classique. Les odeurs, big up à maman, parce que ma mère vraiment, elle a énormément de courage quand elle me supporte. Quelquefois, elle vient chez moi, puisqu'elle habite en province, et moi je suis en région parisienne. Eh bien, ma maman, quand elle est chez moi, je l'envoie sur le palier pour qu'elle mette sa laque à cheveux ou son parfum, parce que je ne supporte pas ces odeurs. C'est beaucoup, beaucoup trop fort. Mais vraiment, c'est dur, c'est dur à supporter. Je suis vraiment très sensible aux odeurs, même celles qui sont censées être bonnes, parce qu'un parfum, normalement, c'est censé sentir bon. Euh, un parfum d'homme, un parfum de femme, normalement, en théorie, quand même, c'est créé euh, pour qu'on se retourne, pour exciter légèrement. Enfin, il y a quelque chose. Non, 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 non. Il n'y a que les odeurs de bouffe et encore, ça dépend. Les cosmétiques aussi, enfin, il y a toujours des parfums dans les crèmes, mais arrêtez ça, pitié. Par contre, certaines odeurs, comme les odeurs, oui, les odeurs naturelles, pardon, mais la pelouse, les fleurs, euh, même un tas de fumier, hein, je trouve pas que ça pue, ça sent le fumier, mais ça ne pue pas, hein, c'est pas un truc qui est insupportable. L'iode, l'odeur de mon chien aussi, oui, ça, il sent le chien, j'ai un chien qui sent le chien, oui. Mais c'est pas insupportable, c'est quelque chose que je classe dans la catégorie normale, ok, c'est une odeur naturelle. Je sais pas comment c'est filtré dans mon cerveau, peu importe. Il doit y avoir un truc chimique artificiel contre naturel, tout simplement. Et alors, le pire, je pense que je ne suis pas la seule à réagir à ce truc-là, ce sont les fausses odeurs de boulangerie diffusées dans les petits points de restauration rapide qu'on voit dans les gares RER. Vous savez, avec ces odeurs de... Je pense que ça doit être du... Enfin, ils ont dû essayer de faire du pain au chocolat, une odeur de pain au chocolat qui se mélange aux odeurs de RER et de métro. Festival. Au secours. Il nous reste, euh, il nous reste la vue, voilà, le cinquième sens. Euh, donc là, ça va toucher euh, à la lumière, au mouvement, aux couleurs, à certains motifs aussi. Ouais. Euh, les lumières des néons, les lumières des supermarchés, des grands magasins, euh, les mouvements dans la rue, les mouvements des gens autour de moi. Alors, pas sur les trottoirs, parce qu'il y a un côté très linéaire. Les trottoirs, en général, on va tous dans un sens ou dans l'autre, c'est pas trop chaotique. Mais sur une place où les gens vont dans n'importe quel sens. Vous savez, comme sur une esplanade, là, quand chacun va dans une direction différente, à des vitesses différentes aussi, quand les gens sont habillés en plus de ça, de couleurs chamarrées, parce que surtout que là c'est le printemps, ça y est, on a ressenti les trucs de toutes les couleurs, moi ça me vide de mon énergie. J'ai l'impression de... C'est un kaléidoscope en permanence. C'est joli un kaléidoscope, mais tout le temps c'est quand même beaucoup. Et je me prends ça tout le temps, tout le temps, tout le temps dans les yeux, dans les yeux. Donc ma technique, c'est de regarder par terre et puis d'avancer. J'essaie de trouver quelqu'un qui va dans la même direction que moi, qui fait à peu près ma carrure, et j'avance en regardant mes pieds en le suivant. Pop, pop, pop. C'est une technique comme une autre, je pense que chacun a ses petites stratégies comme ça. Et quand je parlais de motifs, il faut savoir que il y a des vêtements que j'ai été obligée de donner euh, parce que je les ai trouvés très jolis quand je les ai achetés, et en fait les motifs, je ne pouvais pas les porter. C'est... Non, moi il faut que ce soit des lignes, ou des carrés, ou des petites... Il faut que ce soit symétrique, mais vraiment symétrique. Et pour rester dans cette histoire d'hypersensibilité, on va quand même rajouter un petit peu d'hyposensibilité, parce que j'ai dit que j'étais majoritairement hypersensible, mais je suis quand même un petit peu hyposensible pour certaines choses. Par exemple, il y a certaines sensations qui ne m'arrivent pas du tout. La sensation de faim, par exemple, moi je ressens pas la faim, je ressens quand je suis affamée, c'est-à-dire que j'ai un trou là, et je me dis que si j'avale pas quelque chose, je tombe, mais il n'y a absolument rien de progressif, c'est-à-dire que d'un seul coup, vraiment le truc m'arrive, je me sens vide, voilà, il n'y a pas de graduation, la faim je connais pas, je connais juste être affamée. Bon. La fatigue aussi, c'est-à-dire que j'ai pas forcément la sensation de fatigue, je sais que je suis fatiguée quand je vais m'endormir sur ma chaise de bureau, m'endormir sur le comptoir de ma cuisine, au mois de décembre, je suis tombée
pim, comme ça, parce que j'étais fatiguée et que bah, j'avais fait plein de choses, je me suis pas rendu compte que j'étais fatiguée. Et voilà, donc mon corps ne m'envoie pas les bons signaux en fait. Je sais pas, il y a un truc qui est pas branché comme il faut. Par contre, je supporte très très bien la douleur. Donc, idem, on peut dire que la sensation de la douleur n'arrive pas comme il faut. Euh, j'ai plusieurs marques de brûlure parce que c'est pas un problème pour moi. La chaleur, je mets du temps à la ressentir. Bon, donc je fais attention quand même. J'essaie d'anticiper sur ces choses-là. Alors, quand on sait tout ça, quand on a eu le diagnostic officiel, quand on sait d'où ça vient, quand on a parlé avec des professionnels de santé qui nous ont expliqué, ou qu'on a lu des livres là-dessus, qu'on s'est reconnu, qu'on a compris pourquoi on avait cette espèce de sensibilité différente. Oui, effectivement, on anticipe, on apprend à travailler dessus, on travaille avec, on fait attention aux vêtements qu'on porte, on est plus vigilant aux chaussettes, on fait attention aussi à l'endroit où on habite, pour essayer de s'isoler de certains stimuli qui peuvent être pas trop difficiles à supporter, tout simplement. On essaie de s'arranger au travail, on essaie de prendre des transports en commun aux bonnes heures, c'est-à-dire aux heures où il n'y a personne, soit très tôt, soit très tard. Voilà, moi, je suis dans le train à 7h30 du matin pour être sûre d'être tranquille. C'est pas toujours le cas, mais bon. Mais quand on ne le sait pas, quand on ne sait pas d'où ça vient, quand on ne sait pas qu'on est autiste ou hypersensible ou autre chose, que l'on voit autour de soi ses proches, ses collègues, traverser des situations euh, d'une façon hyper fluide, sans moufter, alors que nous, on souffre. Et quand je parle de souffrance, je vous l'ai dit, le bruit me fait du mal. Je pense que d'autres vont être touchés par d'autres sensations, mais oui, c'est une douleur. Quand on voit ça, on s'interroge quand même. On se pose des questions. On n'ose pas en parler ou. Enfin, c'est pas facile quand même d'aborder le sujet. D'où vraiment l'importance d'un diagnostic pour tous, un diagnostic précoce, pour que très vite l'individu concerné comprenne et apprivoise tout simplement sa propre sensibilité, quelle qu'elle soit. Pour qu'en fait le quotidien devienne tout simplement gérable. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, hein, je peux le répéter. Euh, la souffrance, elle vient du contexte. Moi, je souffre pas d'être autiste. C'est le contexte, c'est la société en fait, euh, et ce qu'elle m'envoie qui peut être source de douleur. Cette injonction à faire la bise, à ne pas pouvoir dire non, je t'embrasse pas, j'ai pas très envie. Comment elle va le prendre la personne en face? euh, Ces endroits, ces supermarchés, il faut bien faire ses courses, hein, avec ces lumières hyper agressives, ces boutiques avec ces musiques hyper fortes. Ça, je sais hein, qu'il y en a d'autres que moi que ça choque, attention, hein, je ne suis pas un cas particulier à part, hein, attention. Cette fatigue aussi, présente tout le temps, parce que anticiper, gérer ces stimuli tout le temps, ce bruit permanent, ça aussi, ça engendre de la fatigue. C'est le contexte. Comment dire à quelqu'un qui nous connaît peu ou qui est juste un proche ou quelqu'un au travail, comment dire qu'on est fatigué quand on lui dit qu'on travaille 4 demi-journées par semaine? La personne, elle fait 35 heures, elle va nous regarder avec des yeux comme ça en disant mais attends, comment tu fais pour être fatigué? Tu fais rien. Voilà ce qui se passe dans la tête des gens et voilà ce qui se passe aussi dans la tête des individus qui ne sont pas diagnostiqués et qui ne savent pas d'où ça vient. Donc oui, formons, pitié, formons des professionnels de santé à nous aider à être diagnostiqués plus vite, plus tôt. C'est important parce que j'y reviendrai, ce sera d'ailleurs le thème de la prochaine vidéo, je voudrais revenir sur les effondrements, les meltdowns, et refaire le point sur certaines choses. Je suis sur ça la semaine prochaine d'ailleurs. Mais oui, c'est important de se connaître. Et parfois on a besoin de l'aide de quelqu'un d'extérieur pour ça. Donc demandez de l'aide. Si vous avez vous aussi une sensibilité différente, n'hésitez pas à en parler en dessous, à en parler entre vous.
parce qu'il faut en parler. Il faut pas que... Enfin, il y a énormément de gens qui sortent de la norme, je pense, pour ça, et faut pas rester seul, faut le dire. Voilà. Faut plus que ça choque de dire non, j'ai pas très envie de te faire un bisou. Non, j'ai pas très envie de te serrer la main. Je t'aime beaucoup, j'adore travailler avec toi. T'es un mec super, mais je veux pas te toucher. Donc, je vous laisse là-dessus. Quelle que soit donc votre sensibilité, hyper ou hypo, je vous fais un cœur. Je vous envoie des bisous de loin parce que en vrai, c'est pas possible. Et promis, je reviens bientôt pour la suite du mail d'Inde. Salut!